tous et à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui pour cette table ronde autour de la question de la commémoration à l'ère du numérique. Et donc nous allons commencer immédiatement. Voilà la manière dont les choses vont se dérouler. Je vais très rapidement introduire le sujet. Ensuite, je laisserai la parole à chacun de nos intervenants que je vais vous présenter dans quelques instants. Et puis, dans un dernier temps, la parole sera à la salle pour un échange avec nos panélistes. Donc aujourd'hui, comme je le disais il y a quelques instants, nous allons parler de commémoration. Et le terme de commémoration en lui-même est un terme polysémique et qui est ambigu. Dans son sens premier, il désigne la cérémonie organisée en souvenir d'une personne ou d'un événement qu'il s'agit alors de célébrer. Et dans ce sens, il a une portée émotionnelle, presque affective, qui renvoie presque à la nécessité de se souvenir. On peut aussi, en commémoration de quelque chose, plus simplement se souvenir, rappeler de manière plus neutre la résonance d'un événement au regard de ses conséquences, l'importance d'un homme ou d'une femme pour ses réalisations, pour l'influence de sa pensée ou de son œuvre. Mais dans un sens comme dans l'autre, le terme de commémoration pose la question du rapport entre l'histoire et la mémoire, une question qui est d'une actualité brûlante. Et je me contenterai ici de rappeler simplement deux faits pour illustrer l'intérêt actuel de cette question. Depuis 2014, nous sommes entrés dans une période de commémoration du premier conflit mondial, ce qui n'est pas sans avoir interrogé de part et d'autre de l'Atlantique pour savoir non seulement de quoi nous devions nous souvenir, de qui nous devions nous souvenir, mais encore pour savoir qui, des institutions, des associations, des acteurs isolés, pouvaient légitimement décider de quoi ou de qui il fallait se souvenir. Les débats qui ont lieu ici autour de la bataille de Vimy et de la construction de l'identité canadienne donnent ainsi un formidable écho à l'émoi suscité en France par l'absence de la bataille de Verdun dans l'histoire mondiale de la France parue l'année dernière. Autre fait, deuxième fait qui illustre cette actualité, les événements du mois d'août, les événements aux États-Unis, bien entendu, je parle des événements aux États-Unis, autour de la mémoire des acteurs sudistes et esclavagistes de la guerre de sécession, qui ont eu un écho jusqu'à Montréal, puisque vous vous en souvenez, on a fait retirer, ou les autorités, l'entreprise qui était propriétaire des murs où était affichée la plaque rappelant la présence du président sudiste Jefferson Davis a été retirée. Donc ces autorités ont retiré la plaque du mur extrêmement rapidement. Et donc s'il ne s'agit pas aujourd'hui d'interroger directement ce rapport entre histoire et mémoire, il n'en reste pas moins que l'intervention des médias numériques, qu'il s'agisse des dizaines de sites web consacrés à la Grande Guerre ou du rôle de la presse numérique, des médias numériques concernant la plaque rappelant la présence de Jefferson Davis, eh bien, il apparaît clairement que le numérique a changé notre rapport à l'histoire, à la mémoire et donc à la commémoration. C'est cette question du rapport entre le numérique et l'acte de commémorer que nous allons interroger ici et aujourd'hui. Et notamment la manière dont la toile et les médias numériques contribuent à reconfigurer non seulement les modes de transmission du patrimoine, mais notre perception même de cette notion. À quel avenir, donc, le patrimoine est-il promis à l'ère numérique? Comment est-ce que les processus de patrimonialisation sont-ils susceptibles d'évoluer en inscrivant ce patrimoine donc, dans l'espace web? Nous allons donc commencer aujourd'hui avec l'intervention de Cathy Tary, qui est muséologue et actuellement directrice des collections, programmes et services publics au Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal à Pointe-à-Callieres. Et Cathy Tary, qui, avant cela, a occupé notamment la fonction de directrice des collections et des relations avec les musées québécois au Musée de la Civilisation à Québec. Et elle est également intervenue à titre de muséologue en chef dans le renouvellement de l'exposition permanente du Musée canadien de l'histoire, qui a été inaugurée en 2017, et dans la mise en valeur du canal de la Chine en collaboration avec Parc Canada. Elle est aussi présidente fondatrice
de la firme Orange Kiwi, spécialisée dans la création et le développement de projets numériques. Et c'est à ce titre notamment qu'elle interviendra aujourd'hui pour nous présenter son expérience dans les musées et dans le domaine des relations avec le public, mais aussi dans le développement des projets numériques. Et puis ensuite, nous aurons l'intervention de Martin Landry, qui est diplômé en histoire et qui est aussi enseignant et qui participe à de nombreux projets numériques. Et nous terminerons avec Léon Robichaud, qui est professeur à l'université de Sherbrooke. Cathy, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais puiser dans les expériences de projets numériques dans les musées. Alors, moi, je me suis plus interrogée sur l'expérience de mémoire, en fait, et quelles sont les questions qu'on doit se poser dans les musées quand on veut développer des projets qui nous permettent de vivre et de partager des expériences, parce que c'est vraiment axé et orienté sur le partage d'expériences. Donc, par la suite, la question qu'on peut se poser par rapport à la commémoration, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quelles sont les démarches au niveau du souvenir? Comment on veut informer par rapport au présent, au passé? Et même voir quels sont les éléments qui viendront marquer le futur, par exemple. Comment on peut également représenter symboliquement ces objets de commémoration ou les lieux de commémoration? Par la suite, c'est de voir comment on peut contribuer à se représenter des scènes, des lieux ou des événements. Bien sûr, comme on le mentionnait tout à l'heure, la mémoire est une notion polysémique qui s'inscrit différemment dans le temps, le lieu, sur la collectivité également. On parle de temps perdu, de temps retrouvé. Donc, dans une optique de mise en valeur, la question qui se pose, c'est de voir quel impact on veut introduire auprès de nos publics, quelles sont les balises mémorielles sur lesquelles on doit fonder notre démarche. Bien sûr, l'authenticité est une notion qui est fondamentale lorsqu'on est dans un musée, que ce soit un site historique également. C'est le point d'ancrage de la mémoire qui est aussi fondé sur l'expérience. Le partage de l'expérience humaine est l'élément qui permet de donner vie à l'expérience, mais qui permet d'ajouter, une couche de compréhension par rapport à l'authenticité. On revient aussi à la notion que le musée est le média. Donc, quelles sont, les déclinaisons possibles de cette authenticité et comment le musée peut contribuer à créer un sens? Là, j'ai mis cette image parce que pour moi, c'est une œuvre fort intéressante de Shiharu Shiota qui vient chercher l'émotion. Alors après, comment on peut transposer cette émotion? Comment on peut la faire vivre à travers les projets qu'on développe, que ce soit de toucher le public, faire vivre une expérience et la partager? Comment le site et l'esprit du lieu nous permettent de renforcer en fait cette dimension-là? Et il y a aussi les collections. Donc, on a tendance à toujours oublier les collections. Alors, ayant passé par la direction des collections, bien sûr, j'ai développé une sensibilité encore plus grande, je dirais, à la portée et au potentiel, en fait, d'un partage d'expériences que peuvent susciter des objets de collection. Mais il y a aussi toute la dimension des récits. Comment les gens peuvent raconter, partager des expériences et ajouter, je dirais, une plus-value dans le message ou dans les discours qu'on veut véhiculer dans nos projets. Alors, il y a bien sûr, le numérique nous permet de renforcer la puissance d'évocation. C'est un outil qui nous permet de magnifier, en fait, l'objet authentique. Il nous permet aussi de faire vivre, de ressentir une émotion, et c'est aussi très centré sur la personne et le vécu. Alors, ce qui m'amène, par exemple, dans les approches de communication, donc de voir comment on peut créer du sens, toucher, animer, tisser aussi des liens, concevoir, par exemple, des approches multimédiatiques, qui nous permettent d'explorer des sons, le paysage. La notion du paysage est extrêmement importante aussi dans les différentes expériences. Alors moi, je vais vous présenter très rapidement différents projets. Donc, il y avait avec l'Université de Montréal, où là, on voulait faire une mise en valeur des objets d'art public qui sont disséminés un peu partout sur le site, où là, on est allé chercher des objets de narration
On a fait une multitude d'entrevues avec les artistes vivants, bien entendu, qui ont pu et qui ont voulu partager leur expérience. Donc, pour nous, ça a été une première expérience. On parle d'un projet qu'on a élaboré en 2009-2010, donc déjà, ça fait 8 ans. Donc, c'était une première exploration pour nous, je dirais, d'outils multimédiatiques. Par la suite, au Canal de la Chine, avec Parc Canada, on a exploré d'autres avenues où on a été chercher à la fois des témoignages, mais on a voulu créer une œuvre artistique. Donc là, je vous montre Onde. Là, je ne le ferai pas jouer parce que le temps nous manque. Où là, on a proposé un parcours de découverte du Canal de la Chine en l'accent sur la découverte du patrimoine industriel du canal. Et on s'inscrivait aussi dans un contexte où le patrimoine industriel est en train de disparaître. Il continue à disparaître. Et là, c'était un moyen d'encapsuler un témoignage, un moment je dirais, dans l'évolution du Canal de la Chine. Et c'est un projet qu'on avait réalisé avec Audiotopie, donc c'était un parcours sonore et auditif du canal. Un autre projet qu'on a élaboré au Canal de la Chine, c'était le projet Mon Canal, où on est allé chercher des témoignages d'anciens travailleurs, de voisins qui avaient, puis de partenaires qui avaient vécu autour du canal, qui avaient travaillé là, et qui nous ont permis de faire revivre cette histoire ou cette page d'histoire du Canal de la Chine. Et à partir de ces témoignages, on avait collaboré avec le Centre d'histoire orale de l'Université Concordia. Donc, on a commencé à élaborer aussi des parcours, balado-diffusion, mise en ligne aussi de témoignages, donc avec aucun budget, parce que ça, c'est l'autre réalité. Donc, on avait $0. Donc, avec les moyens du bord, on a essayé de chercher la collaboration, le partenariat et de travailler avec le Centre d'histoire pour pouvoir mettre en place ces projets. Et on a utilisé les ressources internes. Donc là, on avait par exemple un travailleur, mais là, je ne pourrais pas vous le montrer, André Lefebvre, qui était un ancien travailleur de la Gare Paper, qui nous raconte un peu les difficultés de leur travail, qui est consterné de voir que toutes les industries qui étaient florissantes lors de sa jeunesse ont toutes disparu. Donc, ça nous donne, je dirais, un sens de la perception et du vécu autour du Canal de la Chine. Au Musée maritime du Québec, alors là, c'était une autre approche, donc c'était de faire revivre le patrimoine maritime du Québec. Donc, il y a toute une recherche, bien sûr, qui avait été effectuée, et on est allé chercher des gens un peu partout au Québec. Donc, on s'est promené, on a sillonné la province pour aller chercher des témoignages. Donc, soit des navigateurs, des constructeurs aussi de goélettes, qui nous racontaient comment ils construisaient leurs bateaux. Il y avait également toute la vie, je dirais, le rapport terrestre et maritime. Donc, on est allé chercher des témoins agriculteurs, comment ils vivaient le rapport avec le fleuve et toute cette notion de fierté, de partage d'expérience. Donc, ces témoignages ont été intégrés dans l'exposition, donc qui s'appelle Racines de mer. Il y a certains extraits qui sont sur le site web du Musée maritime du Québec et donc qui a marqué en fait le paysage québécois et maritime. Un autre projet sur lequel j'ai collaboré au Musée canadien d'histoire, donc c'était dans le cadre du renouvellement de l'histoire du Canada, donc de l'exposition permanente, où là, bien sûr, on a réfléchi sur le rapport qu'on voulait développer avec le numérique au sein de l'exposition. Donc, bien sûr, moi, j'étais plus orientée sur une intégration beaucoup plus forte des technologies. Et pour toutes sortes de raisons, on a essayé de plutôt opter vers des outils. Donc, il y a bien sûr des bornes qui ont été intégrées un peu partout dans l'exposition, mais il y a aussi d'autres expériences assez intéressantes qui ont été faites avec des archéologues et les historiens du Musée canadien de l'histoire, où on a collaboré avec des communautés autochtones. Donc, la photo qu'on voit ici, c'est un des modules qui a été intégré dans l'exposition, où à partir de crânes qui ont été retrouvés auprès de la communauté Chichon, de la côte ouest de la Colombie-Britannique, où on a fait des reconstitutions 3D de ces crânes, donc reconstitution faciale de 4 personnages.
et qui bouge, en fait. Donc, c'est vraiment le visage. Donc, on a vraiment l'impression d'avoir les personnages devant nous. Et c'est, je dirais, l'expérience émotive qu'on veut faire vivre juste en voyant ces personnages qui sont grandeur nature, donc des écrans géants, et qui nous permettent de vivre une expérience qui est assez forte, particulièrement pour les communautés autochtones. Donc, c'est une expérience qui est extrêmement probante. Dans un tout autre ordre d'idées, au musée de la civilisation ou avec les collections du musée, on a voulu explorer, bon, bien sûr, la mise en ligne. Donc, on avait tout un retard à effectuer, mais on a également développé toute une vision de données ouvertes, culture collaborative, web transactionnel, et voir comment on pouvait collaborer avec le public et faire vivre ces collections. Donc, de ne pas se positionner seulement comme étant les pourvoyeurs de sens, mais de faire en sorte que le public puisse aussi contribuer au développement et au partage de nos connaissances. Là, plus récemment, moi, j'ai aucun crédit puisque j'arrive au musée à Pointe-à-Calière. Donc, il y a le fort de Ville-Marie. Si vous ne l'avez pas vu, ou là, je vous invite à y aller, qui propose des expériences, je dirais, assez uniques. Donc, c'est un rapport à un site archéologique qui est le premier fort de fondation de Ville-Marie, dans lequel on a introduit aussi des éléments multimédiatiques, mais très subtilement. Donc, il y a une maquette qui nous permet de découvrir différentes couches de l'histoire du site, mais il y a des éléments, je dirais, interactifs qui sont introduits à l'intérieur de l'exposition. Et bon, vous avez le collecteur de mémoire, où là, c'est une autre expérience, je dirais, immersive, avec Moment Factory, où là, vous avez une expérience sonore et visuelle dans laquelle vous traversez avant de vous introduire au fort de Ville-Marie. Alors, en termes de leçons, là, très rapidement, je vous dirais qu'un des grands enjeux, c'est la pérennité des projets multimédiatiques. À chaque fois qu'on est dans le numérique, dans les projets que je vous ai présentés tout à l'heure, il y a plusieurs des outils qui ne sont plus disponibles. En fait, vous allez sur les sites, vous allez voir que les plugins ne fonctionnent plus. Donc, ça, c'est un réel enjeu, surtout pour les institutions muséales qui n'ont pas les moyens financiers pour faire vivre, pour mettre à jour les projets. Donc, c'est une réelle difficulté. Par contre, on voit que d'année en année, on développe une expertise, on développe aussi des outils qui nous permettent à chaque fois d'aller un peu plus loin dans les expériences qu'on peut faire vivre et qu'on peut proposer. Voilà. Mais ce qui est aussi important, c'est de toujours rechercher l'authenticité, d'aller explorer, je dirais, un rapport avec l'objet, le site, les collections. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cathy, pour votre intervention qui montre bien l'étendue des possibles d'abord, l'étendue de ce qu'il est envisageable de réaliser, qui nous montre aussi quelques réalisations concrètes extrêmement intéressantes et tous les enjeux, finalement, les enjeux muséaux de l'introduction du numérique pour cet acteur incontournable du patrimoine et de la commémoration qu'est le musée. Nous allons donc tout de suite laisser la parole à Martin Landry. Comme je vous le disais, Martin Landry est d'abord enseignant au collège, si je dis pas de bêtises, et à ce titre, il a participé à la création de plusieurs programmes pédagogiques. C'est aussi un spécialiste de la vulgarisation historique et il a participé à de nombreux projets comme conseiller historique, notamment sur le projet Montréal en histoire. Et à titre de spécialiste de la vulgarisation historique, il a également collaboré à la rédaction de plusieurs ouvrages pédagogiques et historiques. Et il intervient donc aujourd'hui pour nous faire part de son expérience et de son expertise dans la diffusion de l'histoire dans l'espace public, et notamment grâce aux outils numériques. Martin, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, principalement, mon intervention est basée sur l'œuvre Cité Mémoire. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir les belles projections dans le Vieux-Montréal et maintenant sur la rue Sherbrooke et bientôt un peu partout dans le centre-ville de Montréal. Alors, le défi Montréal en histoire, c'est dans la commémoration, c'est d'abord et avant tout un projet artistique qui est inspiré de l'histoire. Donc, au départ, ce n'est pas un projet historique pur, c'est un projet artistique d'abord et avant tout. Et on a eu envie de le faire vivre dans le Vieux-Montréal, dans un espace urbain. Alors, on a eu une première difficulté qui était le son. On
pouvaient pas nous présenter 365 jours par année l'histoire de Montréal projetée sur les murs des gens de 9h à minuit sans avoir un support sonore. Alors, on a choisi de fabriquer une application. Et je vous avoue que c'est 6 ans de travail. En fait, 4 ans et demi. Aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on travaille sur le projet. Et ce qui était l'objectif du départ n'est pas le résultat aujourd'hui, et c'est probablement beaucoup plus. On a donc fabriqué, nous, une application qui s'appelle l'application Montréal en histoire, qui est une application gratuite, qui a été téléchargée à ce jour par 156 000 personnes. On sait que c'est probablement 4 ou 5 fois plus de personnes qui l'ont utilisée indirectement. L'application Montréal en histoire a été développée principalement au départ pour fournir un contenu auditif aux gens qui pouvaient profiter des 19 et maintenant 23 projections que nous avons dans le Vieux-Montréal. On s'est principalement rendu compte qu'une fois cette structure technologique construite, que ça nous ouvrait d'autres possibilités. Ça nous ouvrait la possibilité, en déambulant dans des lieux urbains, historiques, patrimoniaux très forts, de pouvoir faire découvrir l'histoire à travers un circuit. Alors, on s'est mis à créer, à travers le numérique, d'autres interventions que nous, on appelle dans notre jargon des points d'intérêt. Des lieux simplement sur lesquels les gens dans le Vieux-Montréal peuvent s'arrêter puis sélectionner un contenu qui est assez encyclopédique, assez simple, avec quelques archives. Alors déjà, on pouvait, devant, j'imagine, la Banque Molson, par exemple, voir la Banque Molson à une autre époque avec certaines archives. On a aussi poussé l'expérience plus loin en tentant des expériences de réalité augmentée. On a eu à ce moment-là nos premiers défis technologiques parce que des réalités augmentées, c'est des poids aussi de contenu, des poids de téléchargement. Alors, les applications, c'est le fun, mais c'est aussi lourd, c'est lourd d'utilisation, surtout pour une clientèle, dans notre cas, qui était une clientèle souvent touristique et qui n'a pas nécessairement accès à du 3G et donc qui s'est souvent replié sur le Wi-Fi. On a tout un enjeu au niveau du numérique, dans notre cas, à nous, pour être capable de faire voyager l'information par la fibre optique avec l'accès au Wi-Fi gratuit de la Ville de Montréal. On s'est donc associé à une entreprise qui s'appelle Fibre Noire. On a câblé pour plusieurs douzaines de kilomètres de fibre optique dans le Vieux-Montréal en collaboration avec la Ville de Montréal. Et on a réussi à faire augmenter le potentiel de Wi-Fi, mais c'est véritablement un enjeu pour nous. De fil en aiguille, la popularité de notre projet nous a amené à développer d'autres sources d'intervention numérique. Et maintenant, on travaille sur la réalité virtuelle. Parce qu'en espace urbain, la réalité virtuelle n'est pas toujours facile. Les gens n'ont pas toujours les casques aussi pour les utiliser. On a créé une borne interactive qui ressemble un petit peu aux bornes que vous connaissez ou qu'on connaissait à l'époque à des endroits comme la montagne où on pouvait voir avec une espèce de longue vue dans des espèces de structures métalliques vintage, alors dans lesquelles nous, on a simplement inséré la technologie, le téléphone et puis l'accès aux gens pour que les gens puissent se plonger, j'imagine, sur la ville de Montréal, vue du Mont-Royal. Ce n'est pas le cas en ce moment. Et puis, peuvent faire un voyage à une autre époque. Alors, présentement, nos premières bornes ont été installées à l'île Sainte-Hélène pour raconter l'histoire de l'Expo 67, en partie. Et puis, on travaille sur des bornes maintenant au Square Phillips, puis à différents endroits dans le centre-ville de Montréal. En fait, on ne prétend pas avoir réussi, comme certains artistes visuels le disent avec peut-être pas beaucoup de candeur, d'avoir brisé l'espèce de distance qui existe à la connaissance, à l'histoire. On n'a pas la prétention d'avoir réussi à faire ça, mais on a quand même l'intention ou le souhait avec ces interventions-là de faciliter l'accès à un contenu historique. C'est un très grand défi intellectuel que de permettre dans ces espaces urbains-là d'avoir des approches très ludiques, très artistiques face à l'histoire, parce que ça pose tout un autre défi intellectuel de ne pas trop vulgariser pour ne pas dénaturer le sens de l'histoire. Je pense qu'on y arrive assez bien. Par contre, c'est un grand défi. Puis il y a aussi un défi que vous présentiez, qui est un défi de pérennité, parce que je pense qu'on vit tous avec ça. La technologie va vite, et puis on a
à peu près le temps de développer nos projets, de les faire financer, que déjà on est rendu ailleurs. Alors, c'est probablement le plus grand défi que nous avons chez Montréal en Histoire. Déjà, quand on regarde les contenus qui sont sur nos plateformes, on se dit déjà qu'il y a beaucoup de choses qui sont dépassées, puis ça fait 1 an et demi qu'on est en opération. Alors, il y a un très grand défi financier derrière ce qu'on crée. Merci beaucoup pour cette présentation de cette application, de ce parcours qui, contrairement à ce que je croyais, n'est pas achevé, qui continue, qui se poursuit, qui ajoute du contenu aujourd'hui, et ce qui m'incite à le télécharger à nouveau pour me rebalader dans les rues de Montréal. Merci beaucoup. Vous mettez aussi bien en avant, hein, comme Cathy, les enjeux de pérennité et les enjeux de la vulgarisation sur lesquels probablement on sera amené à revenir par la suite. Et puis, cette idée également, hein, je pense, qui est présente dans la tête de tous nos intervenants aujourd'hui, qui est de réduire finalement la distance entre le public et la connaissance historique, tout en sachant qu'on est à chaque fois sur le fil du rasoir entre une vulgarisation trop poussée qui pas détruirait, mais une vulgarisation trop poussée qui altérerait finalement la réalité historique, et en même temps cette obligation, cette nécessité d'intéresser les gens à ce que font aussi les historiens. Alors je vais tout de suite passer la parole à Léon Robichaud, qui est, comme je vous le disais tout à l'heure, professeur à l'université de Sherbrooke, qui est un spécialiste d'histoire sociale du politique et qui s'est beaucoup intéressé dans ses travaux de recherche à Montréal, à la société montréalaise, au lien social entre les habitants de Montréal. Et il est notamment connu pour ses travaux sur la gouvernance judiciaire et militaire du régime français, ou encore sur les réseaux d'influence. Léon Robichaud est aussi un professeur qui a développé des compétences importantes en termes d'humanité numérique, notamment dans tout ce qui concerne la gestion des bases de données ou encore les systèmes d'information géographique. Et donc c'est à ce titre qu'il intervient aujourd'hui dans cette table ronde. Merci Benjamin. Donc le travail du chercheur universitaire se situe généralement hors du temps commémoratif, mais lors des célébrations du 350e anniversaire de Montréal, j'avais pris part à l'aventure à titre de chercheur au sein de l'équipe de Montréal, ville fortifiée au 18e siècle, à laquelle Paul-André Linteau avait fait référence un peu plus tôt. Donc, dans le cadre d'une exposition classique qui rappelait aux gens que Montréal avait été une ville fortifiée, nous avions monté une base de données sur la propriété, le bâti et la population, ainsi qu'une modélisation 3D qui permettait aux visiteurs de découvrir l'apparence de cette ville transformée au fil du temps. Entré dans le milieu universitaire en 2000 à l'Université de Sherbrooke, la participation aux commémorations de 2017 semblait moins évidente. Lors d'un congé sabbatique en 2011-2012, je prévoyais relancer les travaux laissés en plan 25 ans plus tôt et simplement remettre au goût du jour de vieilles données numériques. Devenu membre du Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal quelques années plus tôt, l'occasion s'est présentée de participer à une demande de subvention en partenariat dont le point culminant serait 2017 et dont l'un des principaux axes serait le numérique. J'ai donc plongé, et c'est à titre de co-directeur du Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal et du partenariat de recherche Montréal-Plaque tournante des échanges, que s'est définie ma participation aux commémorations de 2017. Il ne s'agissait donc plus de relancer un projet, mais bien de lancer un chantier général visant à appuyer une équipe de chercheurs et de partenaires dans leur démarche pour intégrer le numérique dans leurs activités de commémoration et bien au-delà. J'espérais ainsi que, contrairement à ce qui s'était produit en 1992, l'effervescence ne s'évanouisse pas une fois que les bougies du gâteau eussent été soufflées et que le rapport d'activité eussent été déposé. À la base, nous avons voulu offrir des instruments de recherche et une base d'information solide pour l'ensemble des acteurs en histoire et en patrimoine. Donc, une bibliographie des études sur l'histoire de Montréal et une chronologie illustrée de Montréal. Ces projets, menés avec Paul-André Linteau dans le premier cas et Paul-André ainsi que Mario Robert dans le second, ont pour objectif de partager notre expertise et nos connaissances. Donc, de quoi les gens ont-ils souvent besoin? D'une bibliographie et d'une chronologie pour bien ancrer leurs recherches. Ces outils anciens et tout simples, qui autrefois auraient été offerts en format imprimé, une bibliographie avait d'ailleurs été publiée en 1992, pouvaient désormais être rendus accessibles sur le web avec des interfaces dynamiques utilisant les technologies les plus récentes en évitant quand même Flash. Dans une perspective plus traditionnelle, j'avais aussi initié une journée d'études sur la gouvernance montréalaise tenue en 2012, question de mettre à jour les connaissances sur l'administration de la ville à différentes époques. Nous avons aussi fait venir, inviter des représentants de History Pin afin de
d'aider Bibliothèque Archives nationales du Québec à mettre en ligne sa collection de cartes postales et à mieux la faire connaître parce qu'il s'agissait là de sources qu'on pouvait facilement mettre en ligne et de bien découvrir à partir d'une vue actuelle avec Google Street View en claquant par-dessus une carte postale d'époque. Nous avons aussi collaboré avec le Récit, un univers social, pour la création de dossiers documentaires. Pour nous, c'est vraiment l'appui à différents projets qui nous intéressaient. Donc, si on peut considérer la bibliographie, les cartes postales comme des points d'information, la chronologie comme une ligne, nous avons aussi déployé nos efforts sur d'autres dimensions, notamment la cartographie. Donc, la cartographie et la modélisation 3D. Nous avons fait de premiers tests de modélisation 3D assez tôt, grâce à Kim Major, qui était à l'époque au Cégep Édouard-Montpetit. Mais c'est surtout grâce à Nathalie Charbonneau que le volet 3D s'est développé très, très, très rapidement. Elle avait compris assez rapidement comment nous fonctionnions et quel genre de projet nous voulions mettre en valeur. Et donc, nous avons pu créer des modélisations de la manufacture et de l'entrepôt des confitures et marinades Raymond pour l'exposition Faites pour plaire, puis Nourrir le quartier, nourrir la ville. Dans le cadre d'un projet qui se situe hors du cadre commémoratif, nous avons modélisé les gares Berry, Vigée, Dalhousie, Windsor, ainsi que Montreal Southern, afin de rendre compte de ces gares patrimoniales qui existent à Montréal et qui font partie du répertoire du patrimoine du Québec. L'approche de notre modélisation consiste à créer une base de données des éléments architecturaux et de suivre leur évolution dans le temps. Cette approche nous permet de créer une modélisation temporelle ou 4D si vous préférez, ce qui nous permet aussi d'y associer la documentation. Dans le cadre de l'écomusée, l'expérience a aussi permis d'offrir une nouvelle manière d'explorer, d'examiner l'usine et de permettre à l'institution d'acquérir une expertise en intégration de contenu numérique dans ses expositions. Le volet cartographique a pris un peu plus de temps avant de prendre forme, car il y avait à l'époque une explosion dans les différentes plateformes cartographiques. Nous avons finalement jeté notre dévolu sur une plateforme et voilà de l'entreprise MapGears que nous avons adaptée sous le nom de Schéma pour nos besoins. Il s'agissait ici d'offrir un système d'information géographique en appui aux chercheurs dont les résultats pouvaient s'inscrire dans une exposition muséale ou être diffusés au public. Des cartes concernant l'approvisionnement en fraises et en framboises ont donc été intégrées à l'exposition Nourrir le quartier, nourrir la ville, ainsi que Faites pour plaire, et des données de recherche de Michel Comeau sur le commerce d'alimentation ont aussi été intégrées à cette exposition. Les cartes découlant de recherche sur les banlieues d'Harold Bérubé et celles sur les pétitions suite à l'incendie du marché Parlement en 1849 d'Alain Roy sont aussi disponibles au public. D'autres données suivront grâce au travail fabuleux de notre géomaticienne Laura Barreto. Les projets se poursuivent notamment avec Pointe-à-Calière pour la gestion et l'analyse des fouilles sur le site du fort de Ville-Marie et du marché Parlement Sainte-Anne. Notre rôle en est donc un d'infrastructure et d'expertise venant en appui aux démarches des partenaires. Ainsi, le travail ne s'arrête pas avec la fin des célébrations. Pour éviter que nos efforts ne s'éteignent avec les projecteurs, nous avons aussi voulu préparer la relève. Nous avons par conséquent organisé 4 écoles d'été sous le thème Montréal numérique, pour lequel je vois des gens dans la salle qui ont participé à titre d'étudiants ou de formateurs. Et donc, nous avons ainsi pu explorer la cartographie, l'image, la modélisation et cette année, la commémoration sous diverses formes. Ce fut une occasion pour les étudiantes et les étudiants de réfléchir à ce que peut apporter le numérique à notre travail de gestion, d'analyse et de diffusion de l'information. Je dois admettre que je ne suis pas, pour ma part, très Web 2.0. Les plateformes commerciales de collecte de données personnelles à des fins de publicité qui se font passer pour des réseaux sociaux n'ont pas réussi à garder mon attention, malgré toute leur stratégie de création de dépendance. Je m'excuse pour le commentaire éditorial. Nous avons toutefois exploré les fondements du Web 3.0 sur les données liées et le web sémantique. Ce projet n'a pas pu être mené jusqu'au bout, car l'élaboration d'une autre infrastructure informatique qui aurait été nécessaire pour offrir les données liées ne pouvait pas être réalisée en même temps que nous étions en train de compléter d'autres plateformes de géomatique et de modélisation 3D. Nos expériences avec des données tirées d'un partenariat avec le laboratoire et le musée McCord ont toutefois démontré l'intérêt de la démarche à plus long terme et ont permis à Philippe Michon notamment de consolider une expertise qu'il continue à développer au ministère de la Culture et des Communications. Évidemment, tout ça n'aurait pas été possible sans le financement obtenu et géré par Joanne Burgess, directrice du laboratoire et des plaques tournantes. Sur le terrain, il faut une équipe solide dont la cohésion doit être assurée par une personne qui peut résoudre tous les problèmes.
Je dois ici un énorme merci à Kim Petit, car pendant que j'étais occupé à la direction du département ou simplement par les corrections, c'était à elle que revenait la tâche d'assurer le suivi, de s'assurer que tout fonctionne. Donc, en somme, le rôle de l'universitaire que je suis dans cette aventure aurait été d'offrir les fondements de la connaissance scientifique, de la formation, des infrastructures et une expertise, le tout dans le respect des besoins des partenaires et des chercheurs.